J'ai découvert que ma petite amie me trompait avec mon patron, j'ai préparé ma vengeance et il a fini en prison. Au sommet de la confiance et de l'engagement, il s'est retrouvé trahi de manière cruelle alors qu'il était en voyage pour le travail. Découvrir que sa partenaire était impliquée avec son patron a brisé son âme, déclenchant une fureur vengeresse qui brûlait intensément en lui. Déterminé à rendre justice par ses propres moyens, il a méticuleusement planifié une vengeance sévère et cruelle non seulement pour son patron, mais aussi pour sa partenaire impliquée dans cette trahison. Préparez-vous à une histoire de vengeance et de trahison qui promet d'être inoubliable. Ma femme Rebecca et moi avons grandi dans une ville d'environ 30 000 habitants. Nous nous connaissions depuis notre enfance, vers l'âge de 7 ou 8 ans, je ne me souviens plus exactement. Nous étions pratiquement inséparables. À 17 ans, nous avons commencé à sortir ensemble. À 18 ans, nous avons déménagé pour travailler dans une ville à quelques heures de route. À 21 ans, nous étions déjà mariés et avions acheté notre première maison. À 23 ans, nous avons découvert qu'elle était enceinte d'un garçon. C'est alors qu'un drame est survenu. Environ 5 semaines avant qu'elle ne prenne son congé de maternité, une grande étagère remplie de pièces s'est effondrée et l'a écrasée sur son lieu de travail. On m'a dit qu'elle et notre fils étaient morts instantanément. 2 de ses collègues ont également été blessés dans l'accident, l'un est resté paralysé, et l'autre a perdu une jambe après avoir dû subir une amputation. L'entreprise pour laquelle elle travaillait, dans une mesure d'économie, a décidé de continuer à utiliser des étagères anciennes qui avaient été jugées dangereuses, au lieu de les remplacer. Je n'ai toujours pas pardonné aux cadres et aux responsables qui ont pris cette décision, car ils ont pris la vie de l'amour de ma vie ainsi que celle de notre enfant. Peu de temps après, on m'a dit que j'avais un choix sur la manière de procéder avec ce que l'entreprise appelait une compensation, mais que j'appelais de l'argent de sang. Ils voulaient régler le litige à l'amiable pour éviter un procès. De mon côté, je voulais leur faire payer. Juste pour clarifier, ce n'est pas encore la vengeance. Heureusement, grâce à la couverture médiatique de l'affaire et à l'implication de plusieurs politiciens, l'affaire a été rapidement résolue au tribunal, environ 3 ans, et le dédommagement pour toutes les parties concernées a été presque 10 fois supérieur à l'offre initiale. De nombreuses amendes ont été infligées à l'entreprise pour violation des normes de travail, de santé et de sécurité, des cadres ont été licenciés et certains ont été emprisonnés, etc. C'est une histoire pour une autre fois, peut-être, quand je me sentirai à l'aise de la partager. À cette époque, je travaillais encore dans les télécommunications. Ma mère, heureusement, avait emménagé chez moi pour m'aider pendant toute cette période. Je pense que je me serais effondré si elle n'avait pas été aussi présente. C'est à ce moment-là qu'on m'a proposé une promotion, mais cela impliquait de nombreux déplacements à travers l'État. J'ai demandé à avoir un bureau dans la filiale de ma ville natale, car je voulais m'occuper des entreprises de l'État, mais aussi de celles de ma ville natale, où il n'y avait aucun représentant commercial. Ils ont accepté. Après quelques mois, nous avions établi une routine, 1 à 2 semaines au siège, 1 semaine dans ma ville natale, et 1 à 2 semaines pour visiter le reste de l'État. Après 1 an, j'ai décidé d'acheter une maison dans ma ville natale pour ne pas avoir à rester chez mes parents chaque semaine et pour avoir mon propre espace. Cela sera important plus tard dans l'histoire. Environ 4 ans plus tard, notre histoire commence vraiment. Je venais de rentrer d'un de mes voyages le vendredi et je vérifiais quelques dossiers dans mon bureau quand Hector, le directeur administratif de la filiale, est entré. Nous avons aussi grandi ensemble, mais nous allions dans des écoles différentes. Depuis que nous nous sommes retrouvés, nous avons développé une amitié très proche. Il m'a demandé comment ça allait puis m'a invité à une fête chez lui ce soir-là. Même si c'était une invitation de dernière minute, j'ai accepté. Je sentais que quelques verres avec des amis me feraient du bien à ce moment-là. C'est là qu'Hector m'a présenté à Kimberly. Elle venait d'être embauchée à la filiale où se trouve mon bureau dans ma ville natale et faisait connaissance avec toutes les nouvelles personnes de la ville. Nous nous sommes immédiatement bien entendus. Aussi cliché que cela puisse paraître, c'était presque comme si Rebecca se tenait devant moi, à la place de Kimberly. Je ne vais pas vous ennuyer avec trop de détails, mais après 2 ans de relation, nous avons décidé de franchir une nouvelle étape, et elle a emménagé chez moi dans ma ville natale. Jusqu'à ce moment-là, tout se passait très bien. Kimberly s'entendait bien avec mes parents, et les parents de Rebecca ont aussi approuvé et étaient heureux que quelqu'un puisse me rendre aussi heureux que Rebecca l'avait fait. Tout allait bien depuis presque 1 an, quand les choses ont commencé à changer. Mes sessions Skype ont soudainement été interrompues, les voisins m'ont dit qu'une voiture, qu'ils ont décrite comme celle d'Hector, était souvent garée dans l'allée derrière ma maison à chaque fois que j'étais absent.
J'ai également remarqué que des vêtements qui n'étaient pas les miens se trouvaient dans ma garde-robe. Tous les signes pointaient vers une trahison, mais elle insistait pour dire que rien ne se passait. Elle affirmait qu'Hector venait occasionnellement chez nous pour discuter de travail, etc., mais qu'il ne passait jamais la nuit. Bien qu'elle me traitait de paranoïaque et continuait comme si de rien n'était, j'avais toujours l'impression que quelque chose clochait. Ce n'est que près de 6 mois plus tard que j'ai découvert qu'elle me mentait. Je venais de conclure un contrat assez important avec une nouvelle entreprise, et les négociations se sont terminées plus tôt que prévu. Au lieu de rester quelques jours de plus, j'ai décidé de payer pour un vol anticipé pour rentrer à la maison et les surprendre. En avançant de quelques heures, j'ai conduit jusqu'à ma ville natale et descendu l'allée derrière ma maison pour pouvoir entrer sans être vu et surprendre Kimberly. Une part de moi était curieuse de savoir si cette voiture mystérieuse serait là. Il y avait une voiture bloquant la porte d'entrée arrière. J'ai été confus un moment, me demandant si c'était juste un voisin négligent qui se garait là, mais j'ai vite réalisé que c'était en fait la voiture d'Hector. Si ce n'était pas la haute et que j'avais installée quelques années plus tôt pour l'intimité, j'aurais très bien pu passer devant sans me douter de rien. Je me suis garé derrière sa voiture, je suis sorti, et j'ai trouvé étrange qu'il soit là si tard, alors que Kimberly prétendait qu'il partait toujours tôt. En m'approchant de l'arrière de la maison, j'ai vu quelque chose qui m'a laissé sans voix. Dans ma cuisine, Kimberly et Hector étaient en pleine action, sans aucune retenue. Le temps s'est arrêté. Là, sous mes yeux, mon ami proche était en train de tromper ma petite amie, dans ma propre cuisine. Je ne savais pas quoi faire. Tant de questions me passaient par la tête. Est-ce que c'était réel ou est-ce que je rêvais? Pourquoi est-ce qu'ils étaient en train de coucher dans ma maison? Me sentant anéanti, je me suis retourné et je suis parti sans qu'ils ne me voient. Je me suis assis dans ma voiture pendant une éternité, pleurant intensément. Mais la tristesse s'est rapidement transformée en colère. Le même genre de colère que j'avais ressenti contre les responsables de la mort de Rebecca. Je voulais les faire souffrir. Vraiment. En tant que pacifiste, je ne crois pas en la violence. C'est alors que j'ai su que j'allais les punir et détruire leur vie. Et quel meilleur moment pour commencer que maintenant? J'ai garé ma voiture plus loin dans l'allée, assez loin de mon garage pour que je puisse encore voir la voiture de Hector, puis je suis retourné à la porte où je pouvais voir la maison et j'ai appelé son téléphone. Ils étaient encore en train de coucher ensemble quand le téléphone a sonné. Ils ont tous les deux regardé l'identification de l'appelant et ont fait un double regard lorsque mon nom est apparu. Je pouvais voir qu'elle pensait répondre, mais elle a rapidement reposé le téléphone. Après quelques instants, ils étaient de retour à leur action, et j'ai rappelé. Cette fois, elle a répondu. Pendant qu'elle répondait, j'ai raccroché et suis retourné à la voiture. Dès que je l'ai fait, elle m'a rappelé. Elle m'a demandé pourquoi j'appelais si tard, et j'ai dit que j'étais à environ 10 minutes de la maison et que je ne voulais pas la surprendre en arrivant sans prévenir. Elle a évidemment été choquée et a fait semblant d'être contente que je rentre. L'appel s'est terminé rapidement après qu'elle ait dit qu'elle allait se lever et mettre quelque chose. Je lui ai dit au revoir et j'ai raccroché. Quelques instants plus tard, Hector est sorti par la porte, encore nu, est monté dans la voiture et est parti à toute vitesse. J'ai souri un peu, sachant la peur qu'il ressentait d'avoir été si près d'être découvert. J'ai attendu quelques instants avant de garer ma voiture à l'endroit où Hector était garé quelques instants plus tôt. Je suis entré dans la maison quelque temps plus tard et j'ai fait semblant de ne rien savoir. La soirée s'est passée assez tranquillement après cela, et ce n'est que lorsqu'elle s'est endormie que je me suis levé et suis allé dans mon bureau au bout du couloir. Je n'arrivais pas à dormir. Je devais planifier. Et j'ai planifié ma vengeance. Ma mère m'a toujours appris à être pacifiste et à laisser le karma cosmique suivre son cours. Mais cette fois, j'ai décidé que le karma pourrait avoir besoin d'un coup de main. J'ai décidé de les punir séparément, mais de les détruire tous les deux. Je savais que Hector avait l'habitude de consommer des substances illicites. Rien de sérieux, mais il gardait cela très privé. Je l'avais découvert par accident après avoir vu un peu de poudre et d'herbe laissée chez lui, mais j'avais fait semblant de ne rien voir lorsqu'il avait essayé de cacher cela. J'ai commencé à contacter certains de mes clients les plus désagréables et à poser quelques questions discrètes pour obtenir des échantillons qu'ils étaient prêts à se séparer. Quelques jours plus tard, j'avais un stock suffisant pour que mon plan fonctionne. Environ un mois plus tard, j'ai invité des amis, y compris Hector, pour une soirée barbecue. Après m'être assuré qu'Hector avait assez bu, je lui ai dit de passer la nuit chez moi. Aux premières heures du matin,
j'ai pris les drogues et une variété de mes objets personnels et les ai placés à différents endroits dans sa voiture, avec le plus grand stock caché dans le pneu. Confiant qu'il ne les trouverait pas au cours des quelques mois pendant lesquels le reste de mon plan serait en action, j'ai verrouillé la voiture et suis retourné à l'intérieur. J'ai également placé plus de drogue et d'objets personnels dans sa maison après l'avoir ramené chez lui, car il était encore trop ivre pour conduire. Quelques jours plus tard, j'ai simulé un cambriolage chez moi, brisant la vitre arrière de la porte de la cuisine et laissant la porte ouverte avant de repartir en ville pour prendre un vol. J'ai reçu plusieurs messages dès que j'ai atterri. Un de ma mère, visiblement paniquée, qui avait trouvé la porte arrière fracturée et appelé la police, un de Kimberly, en larmes, et un de la police locale me demandant de les rappeler. Après avoir retourné tous les appels, j'ai informé la police que j'étais en déplacement pour le travail et que je rentrerais la semaine suivante pour discuter avec eux. Pendant mon absence, j'ai arrangé pour que Kimberly reste chez mes parents jusqu'à mon retour, et j'ai demandé à mon père d'organiser l'installation de caméras et d'un système d'alarme avec une des entreprises de sécurité locales, après avoir obtenu l'autorisation de la police pour ne pas interférer avec la scène de crime. Une fois de retour chez moi, j'ai fait la routine habituelle du « Mon Dieu, je ne peux pas croire que cela soit arrivé, et pourquoi quelqu'un ferait-il cela ?» Après une inspection minutieuse partout, j'ai découvert que les objets que j'avais pris étaient disparus et j'ai déposé une plainte. Ensuite, j'ai appelé le représentant de l'entreprise de sécurité pour parler à Kimberly et moi du fonctionnement des caméras et du système d'alarme. Puis est venue la question que j'attendais. Kimberly a demandé ce qui se passerait si nous faisions quelque chose que nous ne voulions pas enregistrer. Elle a agi un peu timidement en posant cette question, mais je savais exactement pourquoi elle le demandait. Le représentant de la société de sécurité nous a assuré que c'était une question courante et nous a montré comment, sur l'ordinateur de la maison, nous pouvions arrêter l'enregistrement de certaines caméras pour protéger notre intimité. Avant qu'il ne parte, je lui ai demandé si, lorsque les caméras étaient éteintes, une notification pouvait être envoyée, juste par mesure de sécurité. Il est revenu et m'a aidé à configurer les notifications par email, puis est parti peu après. Fantastique. Tout ce que j'avais à faire était d'attendre. À ce stade, j'ai demandé de l'aide sur le subreddit R Legal Advice pour obtenir des informations sur les droits des couples dans mon pays. Je devais être sûr que mon prochain plan pouvait être réalisé légalement et que je ne serais pas forcé de payer de l'argent ou une part du patrimoine à Kimberly. En tant que seul bénéficiaire de la succession de Rebecca, je ne voulais pas être confronté à des surprises désagréables où Kimberly pourrait essayer de me prendre une partie de la succession. Je remercie ces personnes qui m'ont aidé à entrer en contact avec un excellent avocat, qui m'a assuré que, bien que nous soyons ensemble depuis presque 4 ans, nous n'avions pas vécu ensemble assez longtemps pour être considérés comme conjoints de fait. De plus, le fait que je payais toutes les factures de la maison où elle vivait et qu'elle ne payait pas de loyer montrait qu'elle n'avait pas le droit de faire une réclamation financière contre moi. Pour être sûr, l'avocat a rédigé un document assez solide au cas où il y aurait un problème juridique. La semaine suivante, mon patron m'a approché pour me proposer une promotion afin de revenir en ville et diriger l'équipe dont je faisais partie. Cela signifiait que je n'aurais plus besoin de voyager aussi souvent et que je serais basé à un seul endroit. En raison du succès de la succursale dans ma ville natale, ils envisageaient d'avoir 3 à 5 représentants passant de 1 à 2 semaines dans les plus grandes villes voisines, y compris ma ville natale, dans le cadre de mon équipe. J'ai accepté et entamé le processus de transfert, qui prendrait environ 6 semaines. Parfait. Plus qu'assez de temps pour rassembler toutes mes preuves. En retournant dans ma ville natale la semaine suivante, j'ai commencé à mettre en place le reste de mon plan. J'ai demandé à Hector d'accorder une semaine de congé à Kimberly. Mon intention était de l'envoyer, avec 1 ou 2 amis, en retraite avant de prendre la plus grande décision de ma vie pour la 2e fois. Hector était enthousiaste et m'a donné une énorme accolade, me félicitant pour être prêt à franchir un grand pas à nouveau. Je l'ai serré en retour, mais pas de la manière qu'il imaginait à ce moment-là. Il a accepté et a bloqué la semaine pour moi. Je lui ai demandé de ne rien dire à personne, car je voulais faire la plus grande surprise possible. Je savais que la nouvelle se répandrait rapidement au bureau, mais c'était justement mon plan. Ce soir-là, j'ai informé Kimberly que j'avais réservé une semaine dans un spa tropical pour elle et 2 amis, toutes dépenses payées. Sans donner plus de détails, je lui ai demandé de choisir 2 amis et de se préparer pour la plus grande surprise de sa vie. Elle a crié de joie comme une enfant apprenant que tous les bonbons du magasin étaient pour elle. Je lui ai également dit que la semaine suivante, je serais absent, me préparant pour un gros client,
l'un de mes plus grands comptes, et que j'aurais besoin de quelques personnes de mon équipe pour m'aider avant de prendre l'avion. Je ne serais pas à la maison avant lundi, quand elle serait en train de partir, donc nous ne pourrions pas nous voir, ce qui l'a un peu déçu. Mais je lui ai dit que ça vaudrait la peine à son retour. Ce que je ne lui ai pas dit, c'est que j'avais décidé de prendre 2 semaines de congé à l'autre bout du pays pour me préparer mentalement à la tempête qui allait éclater au moment où elle mettrait le pied dans l'avion, tout en profitant de ma première phase de liberté. Le dimanche, 2 semaines plus tard, j'ai pris un vol de retour et commencé à conduire jusqu'à chez moi. Dès mon arrivée, j'ai fait un passage rapide par ma maison et, comme prévu, la voiture d'Hector était là. Comme lors de la première nuit où je les ai surpris, je me suis garé un peu en arrière et j'ai vérifié les caméras. Le démon dormait dans mon lit. Aucune surprise, car je les avais enregistrés le faisant constamment pendant les 2 semaines où j'étais absent. J'ai alors passé mon premier appel à la police, en bloquant mon identification d'appel. Je leur ai dit que j'étais un de mes voisins et que j'avais vu quelqu'un traîner dans sa voiture dans l'allée derrière ma maison, passant parfois quelque chose à travers les fenêtres des voitures qui passaient, tout en regardant vers mon jardin. J'étais inquiet qu'il trafiquait de la drogue ou prévoyait de cambrioler la propriété de quelqu'un. Je leur ai donné la plaque d'immatriculation et la description. Ils ont dit qu'ils enverraient quelqu'un en quelques minutes, alors je les ai remerciés et raccrochés. J'ai ensuite appelé Kimberly et mentionné que j'étais à seulement 10 minutes de la maison. Sachant qu'elle prendrait un vol le lendemain, j'ai exprimé mon désir de la surprendre. En regardant les images maintenant, c'est ironique de constater que l'agitation que j'observe ne correspond pas au bruit que j'aurais attendu. En quelques secondes, Hector était à moitié habillé et courait vers sa voiture en sortant par la porte arrière. À ce moment-là, je n'aurais pas pu espérer une scène plus parfaite. Alors qu'Hector s'éloignait, une des voitures de police a tourné au coin derrière moi, a vu Hector partir en trombe et a commencé à le poursuivre. Après être entrée, avoir salué une Kimberly excitée et fait toutes les choses de couple, elle s'est rendormie. Moi, par contre, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Le lendemain, elle et ses amis ont été conduits jusqu'à leur retraite. Après quelques heures d'attente, j'ai commencé à exécuter mon plan. J'ai appelé mon ami déménageur, en m'excusant pour le court préavis, mais en expliquant que j'avais besoin de vider ma maison et de faire déménager mes affaires d'ici vendredi. Après avoir convenu d'une heure, je lui ai dit que certaines boîtes devraient être envoyées à un entrepôt, ce qu'il a accepté sans problème. Plus tard dans la journée, j'ai reçu un appel de la police me demandant de venir identifier certains biens saisis chez l'un suspect la veille, qui correspondaient à la description des objets que j'avais signalés comme volés. J'ai souri, satisfait, sachant que mon plan contre Hector se déroulait parfaitement. J'ai dit que je viendrais bientôt les récupérer. À mon arrivée, certains des objets manquaient encore, probablement chez Hector, dont la maison n'avait pas encore été fouillée par la police. À ce stade, la ville était en effervescence avec les nouvelles. Dans notre ville natale, les événements ne restent pas secrets très longtemps. Hector a été déshonoré et immédiatement licencié pour possession de drogue et de biens volés. Nos supérieurs respectifs, au nom de l'entreprise, m'ont présenté des excuses formelles durant la semaine. Ce soir-là, je suis allé chez mes parents et j'ai raconté à mes parents ainsi qu'aux parents de Rebecca ce qui s'était passé, en omettant certains détails, et que j'allais revenir en ville après avoir été promu, mais que Kimberly ne ferait pas partie de ce déménagement. Au début, ils étaient contrariés que je ne les ai pas tenus au courant, mais ils étaient heureux que je gère tout cela de manière mature et que je ne sois pas descendu au niveau de Kimberly et Hector. Bien qu'ils ne soient pas entièrement d'accord avec la façon dont j'ai traité Kimberly, après quelques verres, rires et larmes, la situation s'est apaisée et je suis rentré chez moi. Le vendredi après-midi, après une semaine bien remplie à organiser des femmes de ménage pour la semaine suivante, des agents immobiliers pour mettre ma maison en location, et diverses autres tâches au bureau de ma ville natale, j'ai mis quelques affaires dans ma voiture, suis allé chez mes parents et leur ai dit au revoir avant le voyage. Avant de partir, je suis passé chez Sarah. Sarah était l'une des amies les plus proches de Rebecca dans son enfance et la seule autre personne qui savait ce qui se passait, à l'exception des détails concernant Hector. Sans son aide, je n'aurais pas pu organiser tout cela aussi rapidement. J'ai remis à Sarah un grand dossier contenant les preuves de l'infidélité de Kimberly, ainsi qu'une lettre et quelques documents légaux de mon avocat, lui interdisant de me contacter. Le dossier comprenait également les détails pour accéder à ses affaires dans l'unité de stockage que j'avais louée. Après un bref au revoir, je suis parti et suis retourné en ville, prêt à commencer une nouvelle phase de ma vie, libéré des trahisons qui ont marqué les dernières années. Dimanche matin, je me suis réveillé avec plusieurs appels manqués, messages vocaux et textos.
Kimberly était rentrée plus tôt, alertée par des rumeurs circulant en ville, pour découvrir la maison vide et un panneau « à louer » devant. Désespérée, elle s'est rendue chez mes parents, qui l'ont immédiatement renvoyée, l'obligeant à appeler tout le monde jusqu'à ce qu'elle parvienne à joindre Sarah, qui lui a dit qu'elle avait un paquet pour elle. Comme prévu, Kimberly n'a pas bien pris la nouvelle, ce qui était évident dans les nombreux messages de colère et les appels vocaux me reprochant d'avoir piégé Hector, d'être sournois, etc. Craignant qu'elle puisse débarquer chez moi, je suis resté vigilant, mais rien ne s'est produit. 5 semaines après être parti et avoir été promu, j'écris ceci pour toi, cher lecteur. Cette histoire a été réécrite plusieurs fois, passant de 14 pages à la version actuelle, mais je pense avoir gardé l'essentiel. Mise à jour. Je suis maintenant chez moi et, vu le nombre de questions reçues, ainsi que d'autres commentaires et messages, j'ai décidé de prendre le temps de répondre aux questions et de clarifier certains points, évitant ainsi de répondre individuellement à tout le monde. Une des questions les plus fréquentes concerne le sort de Hector, la raison pour laquelle j'ai été si sévère avec lui et pourquoi je l'ai piégé, surtout en ligne. La réponse courte est que Hector risque quelques mois de prison, étant donné que c'est son premier délit, mais il pourrait sortir plus tôt. Je sentais qu'il était nécessaire de l'inclure dans l'histoire. Personne, à part moi, ne savait ce que je comptais faire avec Hector, c'est pourquoi j'ai omis certains détails cruciaux qui auraient pu m'identifier, en plus de modifier la description des lieux pour que cette histoire puisse se dérouler n'importe où dans le monde. Pour être clair, il y avait déjà suffisamment de preuves dans la maison de Hector, j'ai seulement fourni les moyens à la police pour enquêter plus en profondeur sur ses activités. Je ne regrette pas ce que j'ai fait, car il connaissait Rebecca et savait à quel point il m'était difficile de tourner la page après sa mort. Concernant la possibilité que Hector découvre et oriente les autorités contre moi, je sais qu'il n'utilise pas Reddit. Kimberly a un compte, mais je n'ai pas vu d'activité récente. Quant aux autres utilisateurs de Reddit, qui sait ? La plupart de mes amis sur mon compte principal pourraient reconnaître l'histoire, mais je ne connais pas leurs préférences de navigation en dehors des sous-Reddits que nous fréquentons. À propos de Kimberly, beaucoup ont demandé pourquoi je n'ai pas fait plus contre elle ou pourquoi j'ai supporté l'infidélité aussi longtemps. Honnêtement, j'ai failli la mettre dehors après quelques jours, mais je voulais accumuler des preuves et l'exposer à tous ceux qu'elle connaissait. Kimberly se considérait comme une grande socialité, et je savais que l'exposer ruinerait sa réputation. On m'a dit qu'elle avait déménagé dans un autre état après avoir été transférée. En parlant à des gens aujourd'hui, j'ai appris qu'elle avait principalement été placée dans des fonctions administratives avant son transfert, à cause des rumeurs qui ont circulé en ville. Sur la légalité de mes actions, retirer toutes ces affaires, l'envoyer avec quelques amis en voyage, dépenser une grosse somme d'argent pour ça, etc. Moralement, on pourrait dire que c'était une basse manœuvre de construire ces attentes pour ensuite les détruire. Cependant, légalement, j'avais tous les droits. Pendant le temps où elle a vécu avec moi, Kimberly n'a jamais mis à jour ses informations personnelles, permis de conduire, carte d'électeur, etc., pour refléter qu'elle résidait chez moi. J'ai découvert cela en me préparant avec l'avocat après avoir consulté Air Legal. Sans preuve concrète sur papier qu'elle vivait là, et parce que nous n'avions pas atteint le statut de couple de fait, j'ai pu faire ce que j'ai fait sans risque de répercussions légales. Enfin, pour ceux qui remettent en question la véracité de mon histoire, me traitent de « chasseur de karma » ou même de sociopathe, de nos jours, qui n'a pas quelques tendances sociopathes, et utilise ma narration malicieuse comme preuve, je veux être clair et dire que je ne vais pas essayer de changer vos opinions. Chacun a le droit d'interpréter les histoires partagées sur Reddit et de se faire une opinion sur ceux qui les partagent. En ce qui concerne l'histoire publiée dans un autre subreddit, le but était d'accumuler du karma, car mon post original sur Air Pro exigeait que je cumule suffisamment de karma avant de pouvoir poster, car il soupçonnait que je pouvais être un bot. Bien que j'ai édité l'histoire pour la simplifier, elle s'est bel et bien produite et a fait l'objet d'une couverture médiatique nationale peu après. Si je retrouve l'article, je le partagerai ici pour que vous puissiez voir comment l'histoire a été rapportée dans les médias à l'époque. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de l'histoire, commentez, je suis resté jusqu'à la fin. Commentaire Monsieur Reddit. Cette histoire nous pousse à réfléchir sur les conséquences de nos choix et sur l'impact qu'ils peuvent avoir sur nos vies et sur celles des autres. Bien que certains puissent considérer les actions du protagoniste comme extrêmes, il est clair que la douleur et la trahison l'ont conduit à planifier méticuleusement sa vengeance. En fin de compte, chaque décision que nous prenons façonne notre avenir, pour le meilleur ou pour le pire. Et vous, que feriez-vous dans une situation comme celle-ci ? Pensez-vous qu'il est allé trop loin ou qu'il a fait ce qu'il fallait pour tourner la page ?
Donnez votre avis dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un like et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires et de discussions intrigantes. Et n'oubliez pas d'écouter notre podcast pour plus d'histoires inspirantes comme celle-ci, le lien est dans la description et dans la carte à l'écran. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.